Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Nissan, Honda et Mitsubishi s'associent afin de faire face au changement. Les ventes du Cybertruck inquiètent et Purolator est rendu à plus de 150 voitures électriques. En 1899, la première voiture électrique roulait à Montréal. Les immatriculations des véhicules à essence chutent de 25 %. La nouvelle chronique Supercharge, on parle de l'efficacité des véhicules électriques. Claude, dans ses réflexions branchées, nous parle de l'importance de supporter l'AVEC. Et en grande entrevue, on énumère les nouveaux véhicules électriques qui arrivent en 2025. Et si tu le sais pas puis t'es juste un piéton à l'extérieur, tu vas entendre le vrombrissement du moteur V8 Hemi parce que il y a des speakers à l'extérieur qui vont te donner ce son-là. Bienvenue à la saison 9 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la saison 9 de Silence on roule. Déjà la saison 9, qui l'eût cru? Plusieurs centaines d'épisodes plus tard, nous voilà rendus à la 9e année de ce podcast qui, ma foi, est plus pertinent que jamais. On a de l'effervescence dans le monde de l'électromobilité. On dirait que les planètes se sont alignées pour nous donner des soubresauts pendant le temps des fêtes. On a tout d'abord eu, et ça a été annoncé pendant le dernier épisode, dans le fond de l'année, notre spécial de fin d'année, la réduction, ou je devrais dire la suspension temporaire du programme de subvention au Québec. On savait déjà qu'en 2025, ça passerait de 5 000 à 4 000, mais là, on nous a dit, pendant quelques mois, il va y avoir une suspension parce que les fonds sont à sec. Ça reviendra après. Ça nous avait pris un peu de surprise. Et il y a quelques jours à peine, on a appris la suspension également, mais là, c'est pas mal en vigueur au moment où on se parle de la suspension fédérale de 5 000. Donc, quelqu'un qui s'achetait une voiture électrique au mois de novembre avait 12 000 de subvention en moyenne, là, et puis là, on est rendu qu'il reste pour encore quelques temps le 4 000 du gouvernement provincial au Québec, mais c'est tout, et bientôt, on va tomber à 0 pendant quelques temps. Des soubresauts à prévoir, un impact majeur pour les concessionnaires automobiles qui ont de l'inventaire, évidemment, qui vont avoir un peu plus de difficultés à écouler, on comprendra bien. Si vous êtes abonné au podcast, si vous ne l'êtes pas, faites-le, abonnement.silenceonroule.com, c'est gratuit. Vous avez eu notre épisode hors série avec Daniel Breton où on a fait le tour de la question pour essayer de bien comprendre l'impact de ces deux suspensions de subventions-là et ce que ça aura comme impact sur les intentions d'achat ou de location des Québécois. On a aussi eu un hors-série sur le retour d'expérience sur le projet flotte rechargeable camion lourd de l'Institut du véhicule innovant. Si vous n'avez pas écouté ça, allez écouter ça, de voir ce qui se fait en camion mi-lourd et lourd électrique au Québec, de quelle façon ça fonctionne. Il y a eu un projet qui a été fait avec plein d'entreprises, plein de camions, puis je vous donne tout de suite un scoop. Là, dans bien des cas, ça fonctionne super bien. Évidemment, il faut choisir le camion adapté au type de marchandises qu'on fait, puis tous les cas ne sont pas égaux. Mais règle générale, là, on a eu des belles surprises avec ce projet-là. Donc, allez écouter ça. Et dans une semaine, on aura un autre hors-série qui sont les 12 raisons pour lesquelles les véhicules électriques fonctionnent si bien au Québec. Oui, les subventions en sont une, mais il n'y a pas juste ça. Il y a 11 autres raisons qui sont évoquées. Donc, vous écouterez ça. Vous ne serez pas déçus. On a un épisode vraiment bien chargé aujourd'hui. On a, entre autres, notre ami Laurent Gigon et sa première chronique Supercharge. Laurent qui faisait une chronique Tesla, qui est maintenant rendue une chronique dédié aux technologies, à la recherche et développement, tout ce qui est technologique autour des véhicules électriques. Donc, sa première chronique, c'est aujourd'hui. On a Claude Gauthier qui a sa chronique également, là, les réflexions branchées. Il va nous expliquer que c'est important de supporter l'association provinciale.
Et justement, parlant d'association provinciale, j'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui en studio le nouveau directeur général de l'Association des véhicules électriques du Québec, Michael Langlois. Salut! Bonjour Martin. Première fois, silence on roule? Eh oui. Tu as beaucoup de prédécesseurs qui sont venus ici. Ben, comme s'il y avait eu beaucoup de DG à l'AVEC avant, mais il y a eu beaucoup de gens de l'AVEC qui sont venus à Silence on roule au fil du temps. On s'est croisés donc dans différents événements, donc on se connaît un petit peu. Mais tout d'abord, bienvenue dans ton poste. C'est tout nouveau, là. Depuis quand tu as officiellement le titre, là? Oui, merci beaucoup. Donc, depuis le 1er décembre 2024. Donc, ça fait presque un mois, si on enlève les vacances de Noël là-dedans. Donc, très excité de ces nouveaux défis. Je suis bénévole à l'AVEC là, depuis 2016, donc je connais quand même bien. J'ai fait plusieurs événements. J'étais délégué régional dans la région de la Naudière. Et puis, c'est vraiment des activités que j'adore, auxquelles j'adore participer, les essais routiers, faire connaître les véhicules électriques, évidemment, à des gens qui n'ont pas eu de contact avec ça avant. Maintenant, évidemment, la donne a changé un peu. On connaît tous à peu près quelqu'un dans notre famille élargie qui a un véhicule électrique. Mais n'empêche que les questions demeurent, donc la mission de l'AVEC est encore d'actualité. Je pense que oui. Puis en plus, Michael, je t'ai côtoyé là, dans la période où Sébastien était là, puis là, t'es arrivé puis tu as été, comme on va dire, en parallèle un peu avec lui pendant un bout de temps, le temps rattraper le train puis d'embarquer dedans. Reste que tu arrives à un moment, je dirais, un peu particulier. Mettons que le début de l'année 2025, fin 2024, début 2025 est un peu tumultueux. Annonce, comme j'ai dit il y a quelques instants à peine, de l'abolition ou en tout cas la réduction qui était prévue des subventions provinciales. Mais là, on annonce c'est suspendu pendant 2 mois. On vient d'apprendre la suspension qui devait se faire dans les prochains mois, mais qui était quasi immédiate de celle du gouvernement fédéral de 5 000 $. Oui. Donc là, les consommateurs sont un peu dans une période où ils ont beaucoup de questions, ils ont beaucoup d'inquiétudes, et là, ils ne savent pas trop à qui poser des questions. Je pense que plus que jamais, l'AVEC est pertinente et a un rôle important à jouer. Comment tu vois ça, toi, ce défi-là là, d'information? C'est mêlant pour monsieur, madame, tout le monde. Même quand les subventions ne bougeaient pas, c'était mêlant. Là, à cette heure qui bouge, c'est très mêlant. En effet, là, puis je pense que l'AVEC notre mission est d'autant plus importante présentement parce que tout ce qu'on disait avant est encore vrai sur la pertinence des véhicules électriques, sur la bonne idée que c'est de changer d'un véhicule à essence pour un véhicule électrique. Toutes les bonnes raisons sont encore vraies. C'est sûr que là, les gens vont se demander, surtout le point de vue financier, qui s'ajoute, comme tu dis, là-dessus, que bon, là, l'avantage qu'on avait là, faut pas se mentir, il y a beaucoup de gens pour qui c'était le principal moteur de changement. Se disaient, je vais économiser, tout ça, et ainsi de suite. Mais il y a quand même d'autres raisons de changer. Les prix des véhicules ont commencé à changer, à baisser quand même. Oui, on le voit. Il y a des manufacturiers qui ont annoncé des baisses, dans certains cas équivalents ou pas loin à la réduction de la subvention fédérale. Les prix des nouveaux modèles, tout ça au fil du temps, il y a un certain ajustement, je pense, qui va se faire, mais ça reste que du jour au lendemain, pour plusieurs qui avaient fait leurs calculs avec les anciens chiffres, là, mettons, il faut se remettre à la table à dessin. Puis, ça change la donne. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une période d'ajustement là, pour les consommateurs, puis pour nous, évidemment, aussi, dans les messages qu'on véhicule. On va falloir voir qu'est-ce qui va se passer avec le marché, comment les concessionnaires vont réagir, les constructeurs, les gouvernements aussi, parce que où le gouvernement fédéral semble avoir épuisé la cagnotte puis pas nécessairement avoir la volonté de la rétablir, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de notre côté aussi. À Québec, on dit que les rabais vont peut-être revenir avec le budget au mois d'avril, mais il faut quand même être vigilant de notre côté aussi, surveiller ça. Tout à fait. Puis on rappelle que la situation provinciale puis fédérale est très différente. Ouais. Au provincial, tous les partis, même ceux qui ont très peu de chances d'être élus, là, l'ensemble des partis sont tous relativement pro-électrification des transports. Je te dirais, avec peut-être un petit bémol pour les conservateurs, mais qui sont marginaux, là, que ce soit Québec solidaire, les péquistes, c'est ça, les libéraux, etc. La CAQ, c'est tout relativement pro-électrification. Alors qu'au fédéral, c'est autre chose. Les conservateurs sont à peu près certains de prendre le pouvoir, puis je pense pas en disant ça que je vais un peu trop vite dans mes prédictions. Là. Et on sait que, bon, historiquement, ils ont pas toujours... En tout cas, ils ont été très ouvertement pro-pétrole. Ouais. Reste à voir comment ils vont se situer dans tout ça. Quoi qu'il en soit, la pertinence de l'AVEC est là. Je pense que c'est important de le rappeler, de dire aux gens également que si vous voulez avoir de l'information juste, neutre, avoir vraiment des réponses à vos questions,
Visitez le site web de l'AVEC, premièrement, aveq.ca. Il y a beaucoup d'informations qui est là. Mais si vous êtes dans une situation où vous avez à vous magasiner, ou vous étiez en train de vous magasiner une voiture et là, vous êtes un peu inquiet puis vous avez besoin d'accompagnement, si vous êtes membre de l'AVEC, et on vous conseille fortement d'être membre platine, un membre platine de l'AVEC a droit d'être accompagné là, par appelons ça un mentor, là, un bénévole qui va aider la personne avant, pendant et après l'acquisition de son véhicule. C'est hyper rassurant d'avoir des experts de l'AVEC qui sont là et qui nous empêchent là, des fois de tomber dans les écueils un peu tumultueuses du monde de la voiture électrique. Et justement, on parle de membership de l'AVEC. On avait une belle promotion dans le temps des fêtes. Ça a duré pendant plusieurs mois. On l'a même prolongé. On a même annoncé une prolongation en fin d'année qui permettait aux auditeurs de Silence on roule, grâce à un code promotionnel qu'on donnait en ondes, de profiter d'un rabais sur un membership de l'AVEC. Donc, plusieurs personnes se sont prévalues de devenir membres ou de renouveler leur membership en utilisant ce code rabais-là. Et puis, on a annoncé au dernier épisode de 2024 que parmi tous ceux qui ont ou qui utiliseraient ce rabais-là, ben on aurait une belle promotion en début d'année où on ferait tirer 5 prolongations de membership. Donc, les gens qui sont devenus membres pour un an, on va leur donner une année supplémentaire de membership. Donc, on a 5 noms qui vont être tirés, mon cher ami. Oui, donc on a procédé au tirage juste avant de cette chronique. Et sous la supervision, évidemment, de toutes les personnes présentes ici en studio. Oui, c'est ça. Silence, on et roule incorporé. Exactement, voilà. Non, mais tout a été fait dans les règles de l'art, oui. Absolument. Donc, parmi toutes les personnes qui avaient, comme tu dis, là, profité du rabais, on a 5 heureux gagnants qui voient leur abonnement prolongé d'1 an. C'est 1 an à partir du moment où ils sont devenus membres. Donc, quelqu'un qui serait venu membre en octobre, ben, il va avoir un membership qui va être prolongé d'une autre année, qui va l'amener jusqu'au mois d'octobre, dans le fond, 2026. Et ceux qui sont venus membres en décembre, ben c'est jusqu'en décembre 2026. Donc, c'est vraiment une année là, à partir de la date où vous avez profité de la promotion en ligne. Exact. Donc, les gagnantes et gagnants sont Sophie Lafleur, Gadi Mélamed, Louise Nadon, Patrick Breton et Benoît Legault. Alors, félicitations à ces 5 gagnants. Évidemment, l'AVEC pourra entrer en contact avec les 5 gagnants pour les informer. Mettons qu'il y en a un là-dedans qui n'écoute pas Silence on roule. Bon, si jamais il en reste sur banc, oui, il y en a quand même. Donc, on va entrer en contact avec les 5. Vous allez les informer de ça et la prolongation va être appliquée automatiquement à leur membership. Moi, je tiens à remercier l'AVEC de son support, donc de sa participation dans Silence on roule. Ça nous permet de faire des promotions comme celle-là. C'est bon pour tout le monde. Je pense que c'est bon pour nous, c'est bon pour vous. Puis en même temps, la collaboration, c'est pas juste des concours puis des tirages, c'est aussi une collaboration soutenue en cours d'année, que ce soit la collaboration de Sébastien Côté pour la chronique pour les débutants. Et manquez pas ça, là, les gens qui êtes nouveaux puis qui nous écoutez depuis pas longtemps puis qui voulaient connaître des trucs de base parce que vous commencez la chronique Par où commencer de Sébastien Côté. À tous les mois, Sébastien fait une chronique là, qui s'adresse aux débutants. Très intéressant. D'ailleurs, sur le site web de l'AVEC, dans la section guide, vous avez accès à toutes les chroniques qu'a fait Sébastien. Vous pouvez aller réécouter ça. C'est très intéressant, très pertinent pour quelqu'un qui commence. Donc, on a plein de collaborations comme ça en cours d'année. Donc, c'est une première, mais c'est sûrement pas la dernière, mon cher ami. S'il y a d'autres choses en cours d'année, si vous avez des trucs à parler, la tribune vous est ouverte, nos micros sont toujours ouverts. Donc, quoi que ce soit, si vous voulez venir informer les auditeurs de projets spéciaux ou de, je sais pas moi, d'événements que vous organisez, gênez-vous pas d'utiliser notre tribune. Puis dans l'intervalle, nous, on va continuer d'annoncer à tous les épisodes les événements qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dont la très vaste majorité sont des événements qui sont promus et organisés par l'association. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Donc, sans plus tarder, je vous propose maintenant d'aller écouter tout de suite les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce,
Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Après Honda et Nissan, c'est maintenant au tour de Mitsubishi de s'associer avec les deux premiers pour avoir une entente de partenariat sur les voitures électriques. Évidemment, suite à l'accord entre Nissan et Honda pour envisager l'intégration commerciale et la création d'une société en holding dans un contexte de changement, eh bien, on voit que Mitsubishi Motors se joint à cette intégration commerciale visant à prendre des décisions d'ici la fin janvier 2025. Quant à la participation, son implication dans l'intégration commerciale entre Nissan et Honda. À l'occasion de cette annonce, Makoto Uchida, le directeur-président et PDG représentant exécutif de Nissan, a déclaré que Honda et Nissan ont commencé à envisager une intégration commerciale et étudieront à la création d'une synergie significative, dis-je, entre les deux entreprises dans divers domaines. Il est important pour le partenaire de Nissan et Mitsubishi de participer à ces discussions et nous anticipons que cette intégration aboutira sur une synergie et peut-être une création d'une nouvelle entreprise pour la conception et la mise en marché de véhicules 100% électriques. Bien que Tesla ait lancé la production il y a un peu plus d'un an, le programme Cybertruck est encore à ses débuts. Certains estiment qu'il est trop tôt pour juger de son succès potentiel, mais les signes actuels donnent lieu à des inquiétudes. En effet, Tesla a annoncé plus d'1 million de réservations pour le véhicule, mais ces chiffres ont toujours été considérés avec scepticisme car l'entreprise avait abaissé le dépôt de réservation à seulement 100 $. De plus, la version finale du Cybertruck s'avère plus coûteuse et offre une autonomie moindre que ce qui avait été annoncé initialement. Ces problèmes combinés ont conduit, à des livraisons estimées entre 40 000 unités avant l'ouverture des commandes au-delà des réservations. Le manque de transparence de Tesla complique le suivi des ventes. Le constructeur regroupe les ventes du modèle 3 et Y, tandis que les autres véhicules, modèle S, X, Cybertruck et Semi, sont classés dans une autre catégorie générale intitulée « Autres modèles ». Dans ses chiffres de livraison pour le 4e trimestre, Tesla déclare avoir livré 23 640 unités dans la catégorie. Un espoir demeure pour Tesla. Le Cybertruck est désormais éligible au crédit d'impôt de 7 500 $ aux États-Unis, ce qui pourrait stimuler la demande. Purolator franchit une étape significative dans sa transition énergétique avec une flotte de plus de 150 véhicules électriques. Cette avancée témoigne de l'engagement de l'entreprise envers ses objectifs environnementaux. Toutefois, fidèle à une stratégie prudente, Purolator met l'accent sur l'amélioration des mesures de sécurité, des protocoles et de la formation des conducteurs avant de déployer massivement ces technologies en attendant que le cadre réglementaire soit plus précis. Précurseur dans l'adoption des véhicules électriques, Purolator procède à des tests approfondis sur un échantillon réduit de véhicules, 1 à 5 par fabricant, avant tout investissement à grande échelle. Ces essais évaluent l'autonomie, la capacité de charge et la compatibilité opérationnelle des modèles. Uccle-Henry d'Endurant est souvent cité comme étant le premier conducteur d'une voiture électrique à Montréal en 1899. Le journal La Patrie annonçait alors la voiture sans cheval fait son apparition à Montréal. Le 22 novembre 1899, d'Endurant, âgé de 33 ans, directeur du Vélodrome Queen's Park de Verdun et courtier immobilier, savait qu'il allait faire sensation. Durant l'été, d'Endurant et son fils Henry, âgé de 6 ans, se rendent au Massachusetts pour commander une voiture à vapeur Waltman de la New England Motor Carriage Company. Henry décrira plus tard l'usine comme étant aussi petite qu'une arrière-boutique de plombier. Fondée à Boston en février 1899, l'entreprise avait déménagé à Waltham en mai. Aujourd'hui, on parlerait d'une start-up pour ce genre d'entreprise qui fermera ses portes en 1902. D'Endurant, visionnaire, voyait dans cette voiture un moyen de faire parler de lui et de ses affaires. Le 21 novembre, il effectue un tout premier trajet avec son associé, M. Corriveau, avec qui il avait fondé la Dominion Autocar Company. Ils espéraient fabriquer et vendre la Waltham au Canada pour 600 $, une somme importante à l'époque. Les statistiques sur les nouvelles immatriculations de véhicules de Statistique Canada reflètent le changement majeur qui s'opère dans le marché des véhicules au Canada.
Les nouvelles immatriculations de véhicules à essence ont chuté de manière significative, passant de 94,5 % au troisième trimestre de 2017 à seulement 70,2 % au troisième trimestre de 2024. Cette baisse de 25 % reflète l'adoption croissante de véhicules avec des moyens de locomotion plus durables, comme les véhicules électriques et les hybrides rechargeables. Pour en lire plus, vous avez toutes les informations sur le site web de Mobilité électrique Canada. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Supercharge est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre véhicule électrique à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Supercharge, votre chronique dédiée aux coulisses technologiques des véhicules électriques. Aujourd'hui, avec Supercharge, nous élargissons nos horizons pour explorer tous les aspects de cette révolution électrique. Accrochez-vous, on va rendre la technologie passionnante et accessible. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi les véhicules électriques surpassent les moteurs thermiques en termes d'efficacité énergétique, et cela peu importe la manière dont l'électricité est produite. Mais commençons par poser les bases. L'efficacité énergétique représente le rapport entre l'énergie utile produite, c'est-à-dire celle qui sert effectivement à accomplir une tâche, par exemple dans ce cas précis déplacer le véhicule, et l'énergie totale consommée à l'origine. Plus l'efficacité est élevée, moins d'énergie est perdue sous forme essentiellement de chaleur. Contrairement à des ressources comme le charbon, le gaz ou le pétrole, l'électricité n'est pas une énergie primaire. Elle est une énergie secondaire, car elle provient toujours de la transformation d'énergie primaire. Cette transformation peut utiliser des combustibles fossiles, de l'énergie nucléaire ou des sources renouvelables comme le soleil ou le vent. Alors cette distinction est cruciale car l'efficacité et l'impact environnemental de l'électricité dépendent fortement de sa source de production. Pour comprendre pourquoi les moteurs thermiques sont inefficaces, regardons leur fonctionnement. Tout d'abord, on admet un mélange d'air et de carburant à travers les cylindres. Ce mélange est comprimé par le piston, augmentant sa pression et sa température. Une étincelle ou la compression provoque une explosion qui pousse le piston vers le bas, générant un mouvement linéaire. Ce mouvement doit ensuite être transformé en rotation par le vilebrequin, ce qui ajoute des pertes mécaniques. L'échappement consiste à expulser en fait les gaz brûlés en emportant une grande partie de l'énergie sous forme de chaleur. Alors pourquoi est-ce inefficace? Jusqu'à 70 à 80% de l'énergie du carburant est perdue sous forme de chaleur. Les frottements entre les pièces mobiles accentuent les pertes. Seuls 20 à 30% de l'énergie contenue dans l'essence ou le diesel est utilisée pour déplacer le véhicule. Donc une grande partie de l'énergie produite par la combustion est dissipée sous forme de chaleur dans les parois du moteur, l'échappement et le système de refroidissement. On se sert d'ailleurs d'une partie de cette chaleur pour chauffer le véhicule en hiver. En été, cette chaleur contribue aux îlots de chaleur en ville puisqu'elle s'ajoute à la chaleur ambiante. A l'inverse, les moteurs électriques reposent sur un principe bien plus direct. Une batterie alimente le moteur avec de l'électricité. Des bobines ou aimants permanents créent un champ magnétique. Ce champ fait tourner le rotor, ce qui propulse les roues directement. Pas de combustion, donc presque aucune perte de chaleur. Peu de frottement, grâce à un design simple et moins de pièces mobiles. Et la récupération d'énergie lors du freinage améliore encore le rendement. Alors avec un rendement de 85 à 95%, le moteur électrique exploite presque toute l'énergie de la batterie pour avancer. Et grâce à des technologies comme la thermopompe pour le chauffage ou la climatisation, les véhicules électriques économisent encore plus de chaleur. Donc frottement limité et un système qui comporte peu de pièces mobiles, pas de combustion et énergie est récupérée au freinage. Alors même si l'électricité provient de centrales au charbon, les véhicules électriques restent plus efficaces. Voici pourquoi. Les centrales transforment environ
40 % de l'énergie initiale en électricité. Après les pertes de transmission et la recharge, le rendement global reste de 30 à 35 %. En comparaison, le cycle complet d'un moteur thermique, de l'extraction du pétrole à la combustion, dépasse rarement 20 % de rendement. Si l'électricité provient de sources renouvelables, l'avantage des véhicules électriques devient encore plus flagrant avec des émissions quasi nulles. C'est le cas d'ailleurs au Québec. Certes, fabriquer un véhicule électrique, notamment sa batterie, demande plus d'énergie qu'un véhicule thermique. Mais ce surcoût énergétique est amorti après seulement 20 à 30 000 km d'utilisation grâce à l'efficacité énergétique des véhicules électriques. Alors à l'inverse, les voitures thermiques continuent de consommer davantage tout au long de leur cycle de vie utile. Les véhicules surpassent les moteurs thermiques, peu importe le contexte. Rendement supérieur, jusqu'à 3 à 4 fois plus efficace. Réduction des émissions, même avec des sources d'électricité fossiles, les véhicules électriques polluent moins. Des coûts moindres sur le long terme grâce à un entretien réduit et à une énergie moins chère. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de Supercharge. J'espère que vous avez appris quelque chose et je vous dis à très bientôt pour explorer d'autres facettes fascinantes de la révolution électrique. À bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Comme première grande entrevue de 2025, on est en train d'en faire, je pense qu'on va en faire une habitude, Simon-Pierre. On va se parler régulièrement. Je l'espère. Ben oui, en début d'année, quoi de mieux que de dresser la table sur ce que nous offrira le marché en termes de véhicules électriques. Et mon Dieu, je regarde la quantité de véhicules que tu m'as proposé. La cueillette va être bonne en 2025. Si on recule de quelques années à peine où on avait 1, 2 nouveaux modèles, là, c'est fast. On est très chanceux. J'espère que tu as passé un bon temps des fêtes, en tout cas. Écoute, je digère encore. D'ailleurs, j'en prends un peu d'eau. Mais Simon-Pierre, tu nous as dressé une belle carte de véhicules, beaucoup de choses dans plein de segments de voitures. J'ai bien hâte que tu nous présentes ça. Puis tu commences par... je ne sais pas si tu as mis par ordre alphabétique. On commence par A et Audi. Écoute, c'est certain que je vais par ordre alphabétique. C'est toujours plus simple. On commence avec des véhicules allemands. Donc, Audi, qui va présenter son Q6. Je connais déjà des gens qui en ont fait la réservation à partir de l'été 2024. C'était déjà possible de le faire. C'est un crossover électrique qui partage sa plateforme avec la Porsche Macan, qui s'en vient aussi en 2025. Écoute, on a puissance, autonomie de 625 km. Prix n'est pas encore confirmé. C'est environ 80 000 $. Mais on promet vraiment une performance dynamique puis une technologie de pointe. Tu sais, ce qui fait la marque de Audi, c'est un choix idéal pour ceux qui recherchent le luxe puis l'efficacité. À part ça, on a bien sûr la A6, donc un véhicule un petit peu plus gros. Toujours chez Audi, là. Toujours chez Audi, oui, absolument. Qui est une berline qui en fait va avoir une batterie de 100 kWh. Donc, une très bonne autonomie. Ouais. Finalement, on cherche tout le temps un genre de compétiteur à la Lucid Air. Puis ça, je pense que ça va être intéressant pour son prix, qui est environ 90 000 $. On est en bas de la Lucid. Quand même. Sinon, je regarde chez Cadillac. Eux autres aussi, ils ont 3 véhicules qu'ils vont présenter pour 2025. Il y a bien sûr le classique Escalade qui va... Tu sais, ce qu'on riait tout le temps à chaque année en se disant « Ah, mon Dieu, c'est un gros polluant. » Qui achète des grosses bagnoles comme ça? C'est gros. En fait, c'est très drôle parce que je regardais la photo, puis on le sait qu'il y a des accointances là, entre Chevrolet, évidemment, puis Cadillac, puis on sait que le Lyriq, par exemple, c'est un remake du Blazer. Ouais.
Mais je regarde l'escalade puis je me disais, oh my God, c'est pas tellement loin non plus du Blazer. En termes, tu sais, c'est des grosses bagnoles. Mais c'est plus le même genre de gros escalade carré qu'on avait dans le passé, là. Gros de même, c'est quand même un mur dans le vent. Fait que l'autonomie de 483 km, puis avec un prix de 130 000 $. Donc, on approche le Hummer, là. Oui, effectivement. C'est vrai, très gros. Des roues de 24 pouces, c'est immense. Avec le luxe de Cadillac. Alors que moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est la Cadillac optique. Parce que ça, c'est basé sur... c'est un crossover compact all-wheel drive, puis une autonomie de 483 km, exactement comme l'Equinox. Ouais. C'est la même base, donc c'est le Equinox Deluxe. Un peu comme Volkswagen vont avoir la base ID4, puis ils vont mettre une Audi là-dessus, Q4. Cadillac a décidé de faire la même chose. Donc, c'est un gros vendeur au Québec en passant l'Equinox. On a vu ça en 2024. Ça a vraiment été incroyable. Puis ça va continuer. Moi, je suis certain qu'on va le voir dans le top 5 en 2025, définitivement. Puis il y a le Vistic, à part ça, qui s'en vient. 3 rangées sur la plateforme du Blazer. Un prix un peu plus dispendieux. On parle de 70 à 80 000 $. C'est aussi une très grosse voiture. Hein? 3 rangées de sièges, soit dit en passant. Les gens qui cherchent des... on avait la Kia V9 l'année passée qui était très populaire parce que là, on avait la camionnette à 3 rangées pour les grosses familles, des trucs comme ça. Le Vistic va être une version luxueuse de ce type de véhicule-là. Ça peut être intéressant là, pour les gens, effectivement, qui ont des grandes familles ou qui font du transport là, avec plusieurs personnes, là, c'est très, 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 très gros comme véhicule, ça aussi. Si on parle de gros véhicules, encore 3 rangées, mais on parle du Ioniq 9 de Hyundai. Donc, le Ioniq 9 va offrir encore 3 rangées, plus de 500 km. Les prix ne sont pas encore connus, mais on s'attend à ce que ce soit similaire au EV9, peut-être un petit peu plus cher. C'est toujours la différence. C'est toujours le comment dire, pas la guerre, je ne sais pas le guerre entre les deux, mais c'est toujours, tu sais, c'est des cousins-cousines Kia puis Hyundai, puis ils sortent des modèles qui jouent un peu dans les mêmes tales. Et puis là, ben, on a vu, la EV6 qui a été longtemps sans avoir d'équivalente. Et la Ioniq 5 est arrivée où on était un peu dans les petites berlines, le même principe. Quand la Kia EV9 est arrivée, on s'est dit, voilà un segment que les Hyundai n'ont pas encore, mais avec la Ioniq 9, je pense qu'on rejoint. Elle est très classe, hein, je trouve, elle est très épurée, très classe. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment... Il faut choisir selon le look, parce que ça va tout être la même chose en bout de ligne, c'est la même plateforme, même batterie, etc. Donc, il y a peu de différence entre les deux, sauf le prix. Oui, exact. Sinon, si on regarde du côté des Américains, il y a Dodge qui s'en vient finalement avec leur Charger Daytona. On l'a vu dans plusieurs salons de l'auto en 2024. C'est beau. J'aime ça. Là, on a une bagnole, un beau look vintage. Duke of Hazzard, quasiment. Là, c'était carré. Imaginez orange avec un gros chiffre dessus, là, puis on est sauf quasiment que dans le cœur. Quand elle atterrit, par contre, qu'est-ce qui va arriver avec la batterie? Il va se plier en deux. On le sait pas. On le sait pas. Ça risque d'être plus pesant un peu. Mais écoute, 670 chevaux, autonomie de 510 km, un prix abordable. Vraiment. On parle du prix d'une Tesla Model 3, donc à environ 60 000 $. C'est quand même très intéressant. Crois-tu, Simon-Pierre, qu'on vise un peu comme, je devrais dire, Ford a fait avec la Mustang? Il voulait aller chercher un peu le côté nostalgique, puis aller chercher peut-être une clientèle qui n'était pas portée vers la voiture électrique. Mais en même temps, ils ont tellement changé le look que, oui, il y avait certains signes, on peut reconnaître un peu de la Mustang, mais en fait, quand on la regarde bien humblement, il n'y a rien d'une Mustang dans une Mustang Mach-E en termes de look, là, à part quelques petits détails esthétiques. Là, dans le cas du Charger, on est vraiment, là, si on ne le sait pas... On est dans le muscle car. On est dans le muscle car, tout à fait. Et si tu ne le sais pas, puis tu es juste un piéton à l'extérieur, tu vas entendre le vrombrissement du moteur V8 Hemi, parce qu'il y a des speakers à l'extérieur qui vont te donner ce son-là. Ça répond à ma question. C'est vraiment la clientèle qui cherche. Hein? Écoute, ils ont inventé un genre de système de son. C'est un son synthétisé qui va donner un bruit futuriste. C'est quand même intéressant comme bruit. Je ne sais pas si tu as eu la chance de l'entendre. Non, je ne l'ai pas entendu. Sinon, il faudrait peut-être le mettre en lien avec le podcast. On pourrait, oui, on va faire ça. Parce que c'est vraiment, vraiment spécial. Il faut l'entendre.
Mais le véhicule, vraiment le fun. Moi, je trouve que si tu as à choisir puis tu n'as pas une grande famille, pourquoi pas prendre un véhicule comme ça avec un grand coffre? Oui, définitivement. Puis là, on va parler un peu de Kia. Parce que Kia ont quelque chose de super intéressant. Kia, Hyundai aussi, mais surtout Kia, vraiment, se différencie, fonce tête première dans les électriques, veulent être compétitifs avec les Chinois. Donc, veulent offrir des véhicules de plus en plus petits à des prix abordables et intéressants. Fait que là, avec Kia, cette année, on va avoir le EV5. Déjà, ça, c'est intéressant. Le EV5, c'est un petit VUS. OK. Je te dirais peut-être la grosseur d'un Equinox. Peut-être un petit peu plus petit, plus compact, plus carré. Musclé un peu. Une bonne autonomie, il va avoir un chouette batterie, donc environ 560 à 750 km à partir de 45 000 $. Wow! Intéressant. Beaucoup plus, en tout cas des images qu'on a vues, ça semble être beaucoup plus modeste à l'intérieur aussi. Oui. Écran plus petit, qui prend moins d'espace. Le retour de boutons, encore là, un peu plus années 80 en termes de look à l'intérieur du véhicule. C'est très particulier, cette espèce de mariage-là, parce que de l'extérieur, il est très moderne, mais de l'intérieur, il est un petit peu plus vintage que les voitures qu'on est habitué de voir. Enfin, de ce qui nous montre à date, là, reste à voir qu'est-ce qui va être exactement. Fait que c'est très épuré. C'est un EV9 version 5 passagers. Ouais. On peut vraiment se dire ça. Il y a un bon coffre. Alors que le EV3, qui est déjà disponible en Corée, qui va venir en 2026, probablement au Canada, qui a la plus... il ressemble au EV5 et au EV9, sauf qu'il y a la grosseur d'un Chevrolet Bolt. Oui, tout à fait. C'est très petit. Mais ça prend avoir un marché très intéressant ici, là, d'avoir une alternative à Bolt, l'Equinox. Il va y avoir le retour de la Bolt probablement aussi dans les prochaines années. D'avoir des équivalents asiatiques, coréens pour venir compétitionner dans ce marché-là, ça peut être pas mauvais aussi. Puis se rendre compte peut-être que finalement, on aime ça aussi, les petites bagnoles. Là. On a besoin de ça parce que, tu sais, on se souvient, il y a plusieurs années, on mentionnait qu'on allait arriver à la parité des prix entre les véhicules à essence et les véhicules électriques. Puis, on est rendu là, 2025. On est là en ce moment, puis on se demande où est-ce qu'ils sont tous les véhicules que je te représente aujourd'hui. Le prochain, c'est un Jeep Wagoneer à 100 000 $. Là. Ouais. C'est comme, il n'y en a pas de véhicules qui sont super abordables. Les prix n'ont pas baissé tant que ça. Les prix des véhicules à essence ont augmenté. Ouais, c'est ça. Le prix du véhicule électrique a stagné, donc il est resté au même niveau, puis il a offert plus de caractéristiques, plus d'autonomie. Donc, il est rendu plus intéressant définitivement. Mais il reste cher. Il y a plein de gens qui voudraient avoir une voiture plus dépouillée, moins de gadgets, moins de blabla, mais avec un prix plus bas. Puis on le voit beaucoup. Là. Il y a des gens qui regardent, par exemple, l'Equinox, qui est hyper intéressante parce qu'elle a plein de features, mais il y a plein de gens qui disent « Mais enlève-moi 10 000 $ puis un paquet de gadgets. Je veux pas de gadgets, là. Je veux vraiment de base. » Pensons à un jeune qui commence, qui vient de finir l'école puis qui commence à travailler, qui a besoin de s'acheter sa première bagnole. Il ne veut pas nécessairement acheter une bagnole à 60 000 $. Il voudrait peut-être acheter une bagnole plus raisonnable, mais en étant conscient qu'il va y avoir moins de gadgets dedans, mais c'est même pas une option. Comme on disait... tantôt, juste avant de commencer l'émission, on va peut-être atteindre la parité parce que c'est les voitures à essence qui augmentent de prix puis ils vont venir atteindre le même prix que les voitures électriques, malheureusement, mais ça fait en sorte que le prix moyen des voitures au Canada est très élevé. Et puis on pourrait peut-être même faire un quote, comment on dit ça en français? Une citation. Une citation de Daniel Breton, notre ami, qui dit toujours, quand il est en entrevue, le prix moyen des véhicules à essence au Canada, c'est 65 000 $. Puis celui des véhicules électriques est 71 000 $. Fait qu'il n'y a pas une grosse différence. C'est quand même très cher, même pour un véhicule à essence. C'est très, très, très élevé. Puis, comme tu dis, à un moment donné, ce ne sera pas tout le monde qui va pouvoir se le permettre parce qu'ils vont se dire, bon, il faut que je me loge. Les prix des loyers ont augmenté. Fait que... t'as une auto, mais une fois tu couches dedans. C'est un Jeep Wagoneer. Là, t'es correct. Parce que c'est quand même un véhicule intéressant, un gros véhicule. Mais encore là, gros. Puis comme on dit, plus c'est gros, plus ça pogne dans le vent, moins tu as de kilométrage. Fait que 480 km d'autonomie, c'est plate pour un véhicule de 80 000 $. Ouais, puis c'est un véhicule qui ne sera pas donné là non plus. Hein? Ouais, il est à 80 000, mais le modèle First Edition va sortir à 91 000. Fait que peut-être en 2026, il va être un petit peu moins dispendieux. Et donc c'est souvent le cas. Là, on parle de nouveaux véhicules, Simon-Pierre. Puis souvent, les premières versions des nouveaux véhicules, c'est les versions les plus luxueuses qui coûtent beaucoup plus cher que la version grand public qui arrive
par après, plusieurs mois, des fois même années par la suite. Fait que ça fait en sorte que ces nouveaux véhicules-là ne sont pas toujours accessibles après ma mort, parce que 80 000 puis 91 000, c'est 11 000 de différence entre les deux. Tu n'as même plus d'incitatif à ce niveau-là en plus. Exactement. Puis là, on parle encore de Jeep. Puis Stellantis, ils ont une genre de plateforme qui s'appelle la STLA Large. Là-dessus, ils font la Daytona, ils font le Wagoneer, puis ils vont faire le Recon. Ça, le Recon, Recon, un autre gros Jeep, là. Oui, mais je vais te dire, il est excitant comme véhicule. Ça ressemble, c'est la version Jeep du Bronco. Ouais, Sauf que tu peux enlever les portes, tu peux baisser toutes les fenêtres. Fait qu'il est comme modulable, il est intéressant. Ouais. Fait que je pense que ça pourrait être un super véhicule. On ne sait même pas c'est quoi l'autonomie. On sait que la batterie, encore une fois, ça va être une grosse batterie au-dessus de 100 kWh. Fait qu'elle va offrir une bonne autonomie. Si je ne me trompe pas, on annonce déjà pour ce véhicule-là, on est toujours dans le Jeep Recon, là, des versions, si tu veux, du véhicule. La version Sport, la version Willys, Rubicon, Sahara, puis Sahara High Altitude. Puis il y a 20 000 $ de différence là, dans les différentes déclinaisons. Là. Donc, ça va jouer là, de 60 000 $ américains, à peu près, là, dans les prix, aller jusqu'à 80 000 $ américains. Donc, pour la version là, Sahara High Altitude. Donc, c'est des versions plus luxueuse, mais effectivement, je pense que je te donne raison là-dessus. Il est plus intéressant que l'autre Jeep. Oui, définitivement. Parce que, tu sais, le bon vieux Wrangler, il va sortir à un moment donné, mais on parle de 2026-2027. On en reparlera l'année prochaine. Oui, c'est ça. Sinon, si on parle de Lucid, compagnie qui est quand même assez jeune, mais qui a fait ses marques, puis qui a un système, un groupe motopropulseur qui est très efficace. C'est plus efficace sur le marché, vraiment. Tout à fait. Il est impressionnant. Fait que eux autres, ils ont le Lucid Gravity qui va sortir cette année, puis c'est un concurrent direct du Rivian R1S. Il y a une autonomie de près de 750 km, un prix de départ au-dessus de 100 000. Oui, chez Lucid, on est dans le haut de gamme, il faut le dire. Là, on n'est pas dans. C'est un véhicule vraiment, il est conçu comme ça, d'ailleurs, très haut de gamme. Mais ils ont quand même un système de recharge à 900 volts, donc très rapide. Ouais. Si on peut trouver les bornes de recharge pour. Effectivement. Bon, du côté Mini, on a le Countryman SE. On connaît le Mini, un petit peu plus gros, c'est un petit peu plus un crossover pour Mini, avec un prix de départ de 55 430 km. Un petit peu décevant de ce côté-là. On va voir ce que ça va donner. Si les gens vont être intéressés, c'est un peu comme la Fiat aussi. À un moment donné, on a vu que la Fiat 500, les gens ont vu, c'est le véhicule le moins cher au Canada, puis les ventes sont pas fantastiques pour ça. Et pourtant, c'est un véhicule vraiment très trippant. Là. Tu sais, pour l'avoir essayé, pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui en ont, les gens sont vraiment ravis de ce véhicule. C'est un véhicule qui gagne à être connu, mais effectivement, il n'a pas suscité. Je ne sais pas si la perception de ce véhicule-là, de Fiat dans la tête des gens, c'est peut-être une perception qui date de longtemps, j'ai l'impression. Ce qui fait que, un peu comme quand les premières Kia puis Hyundai sont arrivés dans l'électrique, il y a plein de gens qui hésitaient, ils se disaient « Ouais, Hyundai, ça pas... » Mais Hyundai électrique, Hyundai à essence, là, c'était à deux mondes technologiques. On dirait que c'est pas toute la même équipe d'ingénierie qui a travaillé là-dessus, puis on n'est pas du tout dans le même niveau de qualité, je devrais dire. Puis la Fiat 501, on est vraiment dans quelque chose d'intéressant. En tout cas, ceux qui veulent des petites voitures, prenez le temps de la regarder, mais effectivement, là, la Mini va aussi être quelque chose d'intéressant. C'est certain que tu parles à quelqu'un, tu dis « Hey, Fiat 500 », tu vas juste prononcer le mot Fiat 500, puis les gens vont dire « Ah, je connais quelqu'un qui en a une, c'est un citron ». Ouais. Mais pas l'électrique. Ouais, pas l'électrique. C'est pas la même affaire. Fait que si on regarde du côté de Polestar, les pauvres Polestar qui font ça en Chine puis qui sont taxés de 100%, ça marche pas super bien, mais la Polestar 4 va être faite aux États-Unis. Fait qu'ils vont être capables de l'importer ici à 65 000 $, 482 km d'autonomie. Très intéressant. Ça, c'est la Polestar qui n'a pas de fenêtre à l'arrière. Il y a une caméra, puis tu vois, juste avec la caméra, eux autres trouvent que c'est plus efficace. Tu peux avoir plus d'espace pour les passagers arrière. C'est pour ça qu'ils l'ont fait de même. Donc, puis c'est pas laid comme véhicule. Ils ont, en tout cas, c'est personnel, hein, les véhicules, là, le look, en tout cas, mais moi, j'aime bien les looks de Polestar. Ils ont fait quoi de bien avec la 3, puis la 4 aussi est très intéressante. Reste à voir, là, c'est ça, le prix de détail réel que ça va arriver ici. Ils ont tendance à faire des modèles
assez dispendieux. Là, la Polestar 3 est très très, chère. très, très chère, absolument. Fait que j'étais content de voir que la 4, au moins, était beaucoup plus abordable. Si on regarde encore du côté des Allemands, ben il y a Porsche qui, ça fait quelques années qu'il nous parle du Macan qui s'en vient. Ben là, il s'en vient. 2025, on peut faire des réservations. Le Macan 4. Ouais, on parle d'une autonomie de 500 km pour environ 100 000. Mais la belle surprise pour 2025, c'est la Boxster. Ils sortent une Boxster. C'est un véhicule 2 places. Il n'y en a pas beaucoup, là, des Roadsters comme ça. Non, effectivement. Fait que c'est super le fun. On n'a pas beaucoup de détails, mais on s'attend à ce que ça ait les performances sportives dignes de Porsche à ce niveau-là. Oui, ça va être une voiture qui va être prisée. Il y en a beaucoup qui ne jurent que par Porsche. Puis ce qu'ils ont fait avec la Taycan, c'est quand même quelque chose d'intéressant aussi, mais encore une fois, c'est pas... Il y avait eu des grosses ventes. C'était un gros pourcentage de leurs ventes. Ouais. Ça a commencé à baisser malheureusement parce que les gens qui étaient intéressés par l'électrique puis par le Porsche, ben ils l'ont acheté. Ouais. Fait que là, ça diminue un peu. Ouais. Fait que ça va être le fun pour la Macan. Ça reste que c'est des marques de niche. Le Porsche n'aura jamais des parts de marché comme les grands constructeurs habituels. Bon, à part ça, du côté de Stellantis, un autre véhicule super intéressant, il y a le Ram 1500 REV. REV. Ouais, ça, c'est un véhicule là, qui arrive. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est une camionnette. Ouais. Quand le Ford F-150 est arrivé, tout le monde disait « Wow, super, belle autonomie, ça va pogner », puis on en voit beaucoup sur les routes au Québec. Là, il faut tout le temps augmenter l'autonomie un peu plus. Là, Silverado est arrivé avec 730 km. Puis là, Ram, qui arrive en dernier, il faut qu'ils se reprennent. Fait que là, ils ont une belle architecture, 800 volts, puis il y a 805 km d'autonomie. Donc, encore là, il bat les deux autres. Ouais. Fait que, ce qui est le fun, c'est que dans le monde du pick-up, là, souvent, c'est les propriétaires de pick-up, c'est des gens d'habitude. Hein? Les gens de Ford vont rester dans le Ford. Parle-leur pas d'un GMC, parle-leur pas... Alors là, il y avait une solution pour Ford, il y avait une solution pour GM. Là, maintenant, il y a une solution pour les gens qui aiment les Dodge. Donc, ils vont être capables d'avoir leur Dodge Ram. Reste à voir si ça va avoir le même succès auprès de la population. Ben écoute, ça a quand même un prix super intéressant. Il est estimé à 75 000 pour la version petite batterie. Version grosse batterie, la grosse batterie elle-même est 229 kWh. Ça fait que ça va être capable de combiner une capacité de recharge très importante parce que veux pas, tu tires un gros trailer en plein hiver à moins 30. Tu pars de Montréal, tu t'en vas à Magog. Ton 800 km, il n'est plus là. Tu as 400 km. On parle d'une structure 800 volts aussi. Exactement, pour une recharge ultra rapide, très important. Véhicule intéressant aussi, on va parler rapidement le Range Rover électrique. Finalement, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Eux autres aussi, une architecture à 800 volts. On n'a pas de détails sur l'autonomie ni le prix, mais on sait que c'est supposé d'arriver pour 2025. On va voir. Moi, je te dirais intuitivement, Land Rover, on ne sera pas dans l'économique, là. Au-dessus de 100 000. Oui, assurément. 100 000, c'est certain. Puis là, on va parler de quelque chose d'intéressant. Parce que là, nos amis chez Tesla ont déjà mentionné qu'il allait y avoir 3 véhicules qui allaient arriver cette année. Puis ils allaient être présentés avant la fin du mois de juin. 3 différents véhicules. Donc en décembre. 1 heure plus tard dans les maritimes. Ce qui arrive, c'est qu'on sait déjà le modèle Y, qui a été le véhicule le plus vendu sur la planète en 2023. Ben, il y a un refresh en ce moment qui va être présenté, le modèle Juniper, avec peut-être un peu plus d'autonomie, mais sûrement un petit peu plus cher, mais vraiment renippé au complet. Donc, c'est pas juste le look, il y a toute l'électronique ici aussi, il va y avoir les sièges chauffants et ventilés, etc. Un peu comme la modèle 3 Highland qu'on a déjà vu. Le plus intéressant, c'est le modèle 2. Puis ça, c'est des nouvelles qui sont sorties en décembre. C'était quand même assez récent. C'est qu'on aurait un véhicule 15% plus petit que la modèle 3, 30% plus légère. Wow. Ça fait un gros impact sur l'autonomie. Je comprends. Parce que tu arrives au poids d'un véhicule à essence avec une batterie. Autonomie de 500 km. Puis on s'attend à être capable de la vendre 10 000 de moins cher que la moins chère des 3. Donc, qui commence à 55 000. Ça veut dire qu'elle, la modèle 2 ou Q qui appelle, elle serait à 45 000 Canadiens. C'est super intéressant. Là, on commence à jaser, effectivement, là, pour les gens qui veulent se lancer dans l'électrique et qui n'ont pas les moyens des modèles plus haut de gamme.
Ensuite, que reste-t-il? Car le temps file, mon cher Simon-Pierre. Écoute, on parle du Volkswagen ID Buzz, le véhicule le plus décevant qui est sorti. Moi, j'ai vu ça en premier. Je me disais, oh, wow, tellement cool. Tu t'assois là-dedans, tu as un feeling spécial. J'aime le look rétro à l'intérieur, mais le prix est pas rétro, pas en tout. Non, il est futuriste. Le prix est pas il rétro. est beaucoup trop futuriste pour moi. Ben, Puis l'autonomie est décevante à 320 km d'autonomie pour un énorme véhicule qui fait du 7 passagers aussi. Là. C'est une grosse mini-fourgonnette familiale en bout de ligne. On a Laurent comme chroniqueur qui en a eu une pendant une bonne semaine, puis il a vraiment trippé sur la conduite de ce véhicule-là. Il a adoré, il l'a trouvé hyper intéressant, mais c'est ça, le prix ici en Amérique est vraiment décevant. Puis le dernier, on va passer rapidement, c'est Volvo X90 pour les gens qui apprécient Volvo. C'est un gros VUS 483 km, 70 000 $. C'est pas mal ça. C'est ça à quoi on peut s'attendre pour l'année. Mais il y a toujours des surprises. Parce que là, on ne sait pas ce que Ford va nous offrir. On ne sait pas ce que GM va avoir de nouveau, à part pour Cadillac. Il y a peut-être des trucs pas annoncés ou encore qui vont pas encore donner. Mais si on n'a pas entendu parler comme ça en début d'année 2025, est-ce plausible que ces véhicules-là soient disponibles chez les revendeurs en courant d'année? Les chances sont quand même faibles. Il risque de les annoncer cette année pour les probablement, sortir en 2026. Probablement. Puis j'ai une grosse primeur. Oh my God! T'as commandé de quoi là-dedans? J'ai une primeur. T'en reviendras pas. Ah, ben, écoute, surprends-moi. BYD va vendre des véhicules au Canada cette année. Ah oui? Fait que quand tu vas m'interviewer en 2028, c'est ce que je vais dire. C'est la primeur pour 2028. 2028, oui, c'est ça. Et ils vont les fabriquer ici, quoi, les véhicules, pour être capables de les vendre avec pas 100% de taxes dessus? On ne sait pas ce qui va s'être passé avec Trump dans les prochaines années. Ouais. Puis peut-être qu'ils vont changer leur fusil d'épaule, mais ce qu'on sait, par contre, une réalité, puis ça, c'est vrai, là, c'est que les Chinois vont venir en Amérique du Nord, peu importe ce qui va se passer. Ils vont les vendre peut-être pas à un prix aussi abordable, mais ils vont quand même en fabriquer au Mexique. Puis peut-être qu'au Canada, on va s'ouvrir les yeux, les oreilles, puis on va se dire, on pourrait peut-être fabriquer des pièces pour eux autres. Parce qu'on va voir que le marché des manufacturiers américains va diminuer. Leur part de marché continue à diminuer. Puis l'invasion des Chinois est inévitable. Oui, dit de même, c'est un peu peur. Des véhicules électriques. Pas des véhicules, oui, c'est ça. Simon-Pierre, ce fut un plaisir. Écoute, je te réserve déjà ta place pour le début de l'année prochaine et puis tu pourras nous présenter les nouveaux véhicules qui arriveront en 2026. Ça va me faire plaisir, Martin. Merci beaucoup. Salut. Bye. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Les Réflexions branchées est une présentation du groupe Énergie Canada, votre spécialiste en véhicules de loisirs électriques. Pour plus d'informations, visitez le energygroupcanada.com ou appelez-nous au 1-877-755-5551. Les Réflexions
Réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors bonjour tout le monde. Cette semaine, aux réflexions branchées, ce que je veux parler, c'est en fonction de ce que je vois de changement depuis 10 ans. Pourquoi 10 ans? Bien, c'est parce que ce printemps, je vais célébrer d'une certaine façon mes 10 années en étant électromobiliste. Donc, il y a 10 ans, je me suis procuré Nissan Leaf 2015 qui est arrivé chez moi au Lac-Saint-Jean à partir d'une remorque parce qu'on ne pouvait pas l'acheter chez les concessionnaires de la région, du coin. Il n'y avait personne qui avait ça. Donc, imaginez que j'ai fait l'achat par téléphone, choisi la couleur sans vraiment avoir réellement vu autour de quoi elle avait l'air. On est venu me la livrer ici et j'en ai pris possession. Une belle aventure. J'en garde encore de très bons souvenirs, même si au cours de toutes ces années-là, des fois, il y a eu des choses qui étaient peut-être un petit peu moins plaisantes. Sauf que ce que je veux revenir, c'est ça, c'est que on voit avec l'annonce des gouvernements qui a eu lieu cette semaine, gouvernements provinciaux et fédéraux qui ont décidé tous les deux en même temps d'annoncer l'annulation ou disons la suspension des programmes de subvention avant la fin, qui était officiellement un peu plus tard cette année. Donc, on suspend du gouvernement provincial là, pendant 2 mois et on dit qu'on va le reprendre au mois d'avril. On vient aussi de vivre la baisse des subventions pour les véhicules électriques. Le gouvernement fédéral, lui, annonce tout simplement la fin du programme avant le 31 mars, donc dépendamment du budget qui va rester, des fonds qui vont rester. Donc, on va y aller avec ça. Donc, un petit peu tannant quand, alors que j'avais lu dans le Devoir que le Fonds monétaire international, c'est quand même pas n'importe qui évaluait qu'on donnait en subvention aux énergies fossiles, là, juste ici au Canada. On ne parlera pas mondialement là, parce que c'est aberrant. Mais on va parler juste ici au Canada. Donc, en tant que tel, on donne 51 milliards canadiens d'argent. Donc ça, je vous rappelle que c'est annuel. Ce n'est pas depuis les 100 dernières années, parce que ça fait 100 ans qu'on subventionne les entreprises d'énergie fossile. Donc, à chaque année, donc ce qu'on donne, c'est 51 milliards, 51,5 milliards même d'argent à chaque année aux entreprises. Là-dessus, on évalue qu'il y en a 2,7 milliards seulement qui vont réduire le prix artificiellement. Donc, on paie quand même l'essence et tous les énergies fossiles quand même assez chères. Et malgré cela, en plus, il faut ajouter à ça 2,7 milliards qui est pris de l'argent des contribuables pour baisser le prix donc à la pompe. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a vu quand même les ventes de véhicules électriques grimper. C'est peut-être artificiel parce qu'on avait annoncé justement la fin des subventions. Donc, plusieurs personnes de mon entourage que je connais, des clients aussi qui m'ont dit, bon, bien, on ne le savait pas, on était encore à évaluer si ça valait le coup ou pas, mais on s'est dit, bon, regarde, vu que la subvention va se terminer le 31 décembre 2024, on va plonger. Donc, peut-être que des personnes qui auraient fait l'achat d'un véhicule électrique plus tard cette année ou l'année prochaine l'ont fait un peu avant. Mais encore là, donc, beaucoup de personnes qui ont acheté un véhicule électrique. Disons que le Chevrolet Equinox, c'est le véhicule qu'on voit un peu partout. Si vous êtes comme moi, en tout cas, c'est le véhicule que je vois quasiment le plus, le véhicule électrique que je vois le plus récemment. Et malheureusement, bien, moi, je me disais, parce que je donne quand même de la formation aux concessionnaires, que je félicite d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me contactent et c'est d'eux-mêmes là, qui veulent avoir plus d'informations pour mieux renseigner leurs clients. Mais ça reste pareil qu'on voit sur les réseaux sociaux des fois des questions et qu'on se dit, mais comment ça se fait que quelqu'un ne sait pas ça, ne connaît pas ça? Par rapport à l'autonomie, je voyais encore quelqu'un qui, achète le véhicule, voit que le véhicule lui dit qu'il va faire 425 km et le lendemain part et au bout de 5 km, panique parce qu'il voit là, sur l'affichage, le tableau d'affichage qui annonce que finalement il va peut-être bien en faire juste 340 et débarque sur les réseaux sociaux en panique en ne comprenant pas le principe et là qu'on doit lui expliquer les principes de base. Donc je me disais qu'après 10 ans, j'aurais espéré que ça soit mieux compris. Et là-dessus, j'encourage tout le monde
à devenir membre de l'AVIC, donc au www.avic.ca, une organisation formidable dont je suis le directeur régional pour ma région. On fait des essais de véhicules électriques, on vous donne plein d'informations. Vous pouvez devenir membre gratuit ou encore devenir membre payant, ce qui va nous aider encore plus pour notre organisation à faire des présentations, à informer les gens, à bonifier le site web avec encore plus d'éducation pour les nouveaux propriétaires ou même des fois les anciens propriétaires. Donc, l'AVIC, qui est une organisation vraiment formidable, alors qu'on en est quand même qu'au début de la transition énergétique dans les transports. Donc là-dessus, bonne semaine à tous et à la prochaine. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge au festival Plaisir et Tradition. C'est le 25 janvier de 10h à 16h au centre Guy-Melançon sur la rue Émirault à l'Épiphanie. Ensuite, plusieurs conférences que j'aurai la chance de donner. Le 13 mars prochain à 19h30 au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de Saint-Louis-de-Gonzague. Ensuite, une autre le 18 mars, ça sera la bibliothèque de Vendée dans la ville de Amherst à 19h. Ensuite, le 30 mars à 14h à Beaconsfield, à la bibliothèque de Beaconsfield. Une autre le 9 avril à 10h à Sherbrooke, à l'AREC, conférence privée qui est prévue là-bas. Et finalement, le 22 avril 2025 à 19h à la bibliothèque de Châteauguay. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs. Aujourd'hui, Simon-Pierre Rioux, Laurent Gigon et Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs. Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydro Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP NACPA, ainsi que Roulon Électrique et l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.